Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la 4e séance de notre cours intitulé Histoire mondiale du Louvre. Lors de l'introduction, je rappelais qu'il ne peut s'agir que d'une histoire fragmentaire du Louvre et une histoire possible parmi les multiples histoires qu'on peut raconter. J'insistais sur le fait qu'il s'agit dans notre tentative d'élaborer cette histoire du Louvre d'une histoire relationnelle et que cette histoire relationnelle, avec tous les éléments qui dépassent le simple rapport à l'œuvre ou à l'histoire des lieux, ajoutait une valeur considérable à l'histoire de l'institution comme à l'histoire de tous les musées. Dans le premier cours, nous nous sommes approchés de haut de l'institution et nous avons tourné autour de ces bâtiments. Nous avons une approche architecturale. Nous avons fait la connaissance de 3 architectes étrangers entre guillemets, européens, pour les 2 premiers d'entre eux, au XVIIe et au XIXe siècle, Gian Lorenzo Bernini et Louis Visconti, américains, chinois pour le 3e, Yeo Ming-pei, et nous avons observé comment les uns et les autres avaient pu s'intégrer dans le tissu parisien et ce qu'ils avaient fait ou ne pas fait de l'institution. Lors du second cours, intitulé Regard, nous sommes entrés dans l'institution avec des visiteurs. Nous avons une approche d'abord statistique. Nous sommes intéressés à la nature et à la nationalité des visiteurs du Louvre depuis ses origines, mais aussi aux visiteurs qui ne viennent pas, aux visiteurs qu'on ne voit pas, comme dans ce tableau représentant la Grande Galerie au milieu du XIXe siècle, où un visiteur noir est présent, que l'institution, ou en tout cas la base de données des collections du Louvre, ne repère pas. Aujourd'hui, le cours s'intitule « Écoles étrangères » entre guillemets, et nous allons commencer enfin, allez-vous dire, à nous occuper de la question des œuvres d'art exposées au musée du Louvre et à leur part d'étrangeté, point d'interrogation, et à leurs multiples parcours internationaux avant d'arriver au Louvre. Pour ce faire, une fois de plus, j'utilise le 3e tome de l'histoire du Louvre publié par l'institution elle-même et dirigé par Geneviève Bresque-Potier, 3e tome dirigé lui-même par Yannick Lins. Et je vous renvoie bien volontiers à 3 ou 4 articles de ce 3e volume, peut-être pour compléter tout ce que je n'aurais pas dit lors de la séance d'aujourd'hui, qui, vous le verrez, s'attache moins à reconstituer des chronologies qu'à poser des questions plutôt conceptuelles. Le premier est celui que Karel van Tuyl a consacré au département, à l'histoire du département des arts graphiques. Le second est consacré par Marc Bascou à l'histoire du département des objets d'art. Et le troisième à celui des départements de peinture. Un 4e article que je vous recommande est celui que Geneviève Bresque-Potier a consacré pour sa part au département des sculptures. Nous allons donc nous occuper aujourd'hui d'objets d'art et vous l'avez vu à l'introduction bibliographique, nous ferons d'abord et plutôt dans le domaine européen. Avant de commencer, nous aurons aujourd'hui, comme toujours, un objet du jour, puis le cours sera articulé en 3 volets qui s'intitulent premièrement « Chez nous », entre guillemets, deuxièmement « Peintures étrangères » et troisièmement « Transcontinentales » au pluriel. Alors, l'objet du jour n'est pas véritablement un objet, il s'agit, vous le voyez ici, d'un tas de feuilles, d'un objet dématérialisé, un livre intitulé « Au Louvre », qui date de 1950, qui n'est pas facile à trouver en bibliothèque. C'est la raison pour laquelle, vous le voyez ici, éparpillé sur mon bureau, dématérialisé par le biais d'un scan et réimprimé ici à Berlin, où je ne le trouvais pas en bibliothèque en ce temps de pandémie où les bibliothèques sont fermées. Donc, d'abord, un objet dématérialisé, mais ensuite et surtout un livre, un texte que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de ce cours et dont je recommande chaleureusement la lecture à chacune et à chacun d'entre vous. Il s'agit d'un témoignage d'un directeur du Louvre. Ce directeur du Louvre est Georges Sale, que vous voyez ici dans un portrait de 1953 dessiné par Pablo Picasso, et c'est à un jeune historien de l'art parmi les plus doués de sa génération, Victor Claes, que je dois la découverte à la fois de Georges Sale et de ce texte Au Louvre, texte qui
m'intéresse particulièrement pour d'abord sa poésie. D'une part, c'est un texte qu'on lit avec plaisir, c'est un texte qui évoque non seulement les œuvres, mais aussi et surtout, et peut-être vraiment surtout, les coulisses de l'institution, les gardiens, les ateliers de réparation, les commissions d'achat. Et c'est un texte qui me paraît sincère, qui me paraît ne pas jouer avec des rhétoriques disproportionnées, d'une part, et d'autre part aussi, et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est un texte plein de non-dits, et vous verrez que nous en soulèverons quelques-uns lors de cette séance, de non-dits ou d'implicites ou de choses qui paraissent naturelles et dont on ne parle pas et qui peut-être ne sont pas si naturelles que ça. En tout cas, un excellent livre, et voici Georges Sale tel qu'il l'était lorsqu'il n'est pas représenté en portrait dessiné. Je profite de l'occasion de la présentation du livre d'un directeur du musée du Louvre, publié en 1950, pour évoquer évidemment, et il est temps de le faire, deux autres directeurs qui ont marqué de leur intelligence, de leur érudition et de leur savoir-faire le destin de l'institution. Il s'agit d'une part de Michel Laclotte, que vous voyez ici sur la gauche, et qui a publié une histoire au pluriel de musées où il revient notamment sur la création et tout le processus de transformation du Louvre à la fin des années 80, du Grand Louvre. Et puis vous voyez à droite Pierre Rosenberg, qui a été directeur après Michel Laclotte, donc dans les années 90, et qui lui aussi a publié un livre sur le Louvre, dans la série des dictionnaires amoureux du Louvre, qui donne une approche très personnelle de son rapport à l'institution. Et maintenant, nous nous embarquons dans le cours d'aujourd'hui. Première partie, entre guillemets, c'est une citation de Georges Sale, chez nous. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, lorsque nous évoquions l'accessibilité du Louvre aux visiteurs étrangers, nous avions évoqué cet extrait de la présentation Internet du musée en 2020 qui indique, je le lis, « Le Louvre, un musée universel par la richesse de ses collections et aussi par la diversité de ses publics. » Alors, c'est la première partie de la phrase qui m'intéresse aujourd'hui et j'aimerais voir avec vous, tester avec vous, éprouver avec vous la véracité de cette affirmation de l'universalité du Louvre. Si on la confronte ou on la compare aux propos de Georges Sale dans le livre Au Louvre, paru en 1950, on constate qu'il y a un grand gap entre cette affirmation d'universalité au début du XXIe siècle et la manière dont un homme de musée décrivait sa propre institution en 1950. Je lis un passage de ce texte avec vous. Les collections du Louvre sont réparties entre 6 départements, dont 3 antiques, nous présentent les arts d'Orient, d'Égypte, de Grèce ou de Rome, et dont les 3 autres modernes se partagent la sculpture, la peinture et les objets d'art d'Occident. Limitées d'abord aux seules collections royales, elles se sont progressivement accrues dans l'espace et le temps à mesure que les découvertes archéologiques et la science historique permirent de pénétrer plus avant dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Elles composent aujourd'hui un univers cohérent qui groupe autour de notre civilisation occidentale toutes les civilisations qui ont de près ou de loin participé à sa naissance. Ce passage est extrêmement intéressant, me semble-t-il, parce qu'il présente en quelque sorte, sans y insister, de manière tout à fait naturelle, une forme d'eurocentrisme, de vision centrée du monde, centrée à partir de l'Europe, où se situe Georges Sale lorsqu'il écrit. Il décrit le musée du Louvre comme un univers cohérent, non pas un musée universel, mais un univers cohérent, un univers fait des différentes civilisations qui ont donné naissance à nous-mêmes. C'est extrêmement intéressant dans ce passage de constater aussi qu'il omet quelques-unes des conditions qui ont permis à cet ensemble cohérent, comme il l'écrit, de se former. Je me permets de revenir dessus quand il dit que les collections royales se sont progressivement accrues dans l'espace et le temps à mesure que les découvertes archéologiques et la science historique permettaient de pénétrer plus avant dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Il oublie ici de nous dire
et je l'ajoute sous forme de note en bas de page, que la pénétration dans l'espace a bien sûr été la condition de la collection même. Donc, il faudrait corriger cette phrase si on voulait et ajouter que les collections se sont progressivement accrues à mesure des découvertes archéologiques, mais aussi à mesure que les conquêtes militaires, la colonisation et les moyens de transport modernes permettaient le déplacement de pièces, d'abord leur appropriation, puis le déplacement de pièces de plus en plus massives. Par ailleurs, lorsqu'il évoque cette pénétration toujours plus avant vers l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, il faudrait ajouter, bien sûr, pour avoir cette dimension géographique qu'il évoque au début de la phrase, que ces conditions ont permis aussi de pénétrer dans des régions du monde de plus en plus éloignées de la France et de l'Europe. Mais il s'agit simplement de détails et je voudrais traduire en carte le propos de Georges Sale qui me paraît extrêmement utile pour tester l'affirmation d'universalité. Donc, ces civilisations, nous dit-il, sont celles qui, depuis le commencement des âges, gravitèrent autour du bassin méditerranéen, soit en cette partie de l'Asie qui, de l'Iran à la côte syrienne, regarde vers l'Occident, soit sur cette rive africaine qui, de l'Égypte à la Mauritanie, est tournée vers la frange méridionale de notre continent, soit enfin sur cette frange même où nous comptons notre plus proche parenté. Donc ici, dans ce troisième paragraphe du chapitre, Georges Sale, après avoir expliqué que les collections du Louvre sont réparties en plusieurs départements, nous explique comment est leur répartition géographique. Si on traduit cette répartition géographique en carte, on arrive donc bien d'abord, comme il le dit, à cette partie de l'Asie qui, de l'Iran à la côte syrienne, regarde vers l'Occident, je l'ai marqué ici sur la carte, puis cette rive africaine, nous dit-il, qui de l'Égypte à la Mauritanie est tournée vers la frange méridionale de notre continent, l'Europe, soit enfin cette frange même, l'Europe, où nous comptons notre plus proche parenté. On le voit bien ici, hein, ce regard centré sur soi-même, il le dit lui-même, les mots choisis le disent eux-mêmes, ce sont des parties du monde qui regardent, qui sont tournées vers et qui est notre proche parent. Donc véritablement un eurocentrage, un eurocentrisme très explicite et assumé et qui est sans doute plus honnête et plus sincère que l'affirmation simple d'universalité, d'autant que, on le constate en regardant cette carte, il s'agit géographiquement, en tout cas, d'une universalité extrêmement réduite. D'ailleurs, revenons en arrière, Georges Sale le sait et indique et insiste sur le fait que le Louvre n'est pas une collection universelle. Je reprends la lecture. Au Louvre, nous sommes donc chez nous, dans notre propre univers, les autres portions des terres habitées étant ailleurs. Nous sommes chez nous, c'est le titre de la partie qui nous occupe, et il s'agit bien ici, pour l'auteur et pour nous aussi, de comprendre que ce musée est un musée qui se conçoit lui-même comme un musée, disons, de la zone de confort, pourrait-on dire. Au musée Guimet, musée des arts asiatiques, où nous trouvons l'autre Asie, celle qui est en direction de l'océan Indien, des mers de Chine, des terres de l'intérieur à des centres de gravitation qui nous sont étrangers. Donc là encore, la distinction entre nous et l'autre et l'étranger. Ou bien encore au musée de l'homme, où nous rencontrons les autres continents, l'Afrique noire, l'Océanie, les Amériques. Là encore, je traduis, je transporte cette assertion sur une carte et nous avons l'Asie qui est au musée Guimet, l'Afrique noire, l'Océanie et les Amériques qui sont au musée de l'homme. Donc ici, inutile d'y insister trop longtemps, on voit bien que la prétention à l'universalité ou l'affirmation d'universalité des collections du musée du Louvre est caduque. Le musée du Louvre ne représente, ne conserve qu'une toute petite partie du monde, et c'est ce que Georges Sale appelle chez nous, en considérant que ce chez nous est fait de l'absorption, de la digestion, de la mise en scène aussi
de certaines parties qui sont, pour le dire vite, celles qui sont autour du bassin méditerranéen jusqu'à la Mésopotamie. La phrase clé de ce texte, donc, est la suivante. Dans la répartition spatiale des cultures, le Louvre couvre seul notre ère familiale. C'est ce qui m'intéresse vraiment ici, de voir combien au milieu du XXe siècle, en 1950, un auteur peut assumer le fait que le Louvre, évidemment, n'a pas vocation à être universel. C'est notre, dit-il, notre ère familiale. Et nous allons voir au cours des séances suivantes, pas seulement aujourd'hui où nous allons nous intéresser plutôt à la peinture européenne, mais au cours de la séance d'après qui sera consacrée ou intitulée Le Louvre et la Bible et aux autres séances ultérieures, on verra ce qu'il considère ou ce que considère un intellectuel français des années 1950, ce qu'il conçoit comme notre ère familiale. En tout cas, dans le vocabulaire, ici, on est chez nous. Ces civilisations ont donné naissance à nous-mêmes et nous sommes dans notre zone de confort, dans ce qu'il appelle la famille. On est bien éloigné de l'universel. Et d'ailleurs, si on relit bien la présentation du Louvre par lui-même sur Internet, on voit bien qu'il ne parle pas, il n'affirme pas vraiment avoir des collections universelles, mais la phrase, si on la lit bien, est la suivante: universelle par la richesse de ses collections. Donc, en fait, c'est la richesse qui est universelle et moins les collections. Alors, la répartition spatiale des cultures qui couvre notre ère de famille, aujourd'hui, ce ne sont plus 6 départements comme en 1950, mais 8 départements que les familiers du Louvre reconnaissent immédiatement à leur couleur. Elles sont réparties dans les différentes ailes du Louvre et ces départements sont le département des Antiquités orientales, jaune sur les cartes, le département des Antiquités égyptiennes, en turquoise, le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, en bleu, le département des peintures en rouge, des sculptures en brun, des arts décoratifs en violet, des arts graphiques en rose et des arts de l'islam en vert. Ces départements ont un département d'histoire du Louvre qui leur est adjoint et qui a une vocation transversale. Alors, l'objectif aujourd'hui sera surtout de nous intéresser au département de peinture. Dans les cours de 2018 consacrés à l'histoire transnationale des musées et de 2019 consacrés à l'année 1815, j'ai beaucoup évoqué la formation des collections de peinture du Louvre. Je n'y reviens pas, je vous renvoie volontiers à ces cours anciens. Et je fais un rapide résumé ici de la composition de ces écoles de peinture européennes. Le Louvre comporte 12 000 numéros d'inventaire à peu près en peinture et à peu près la moitié est sur place et l'autre moitié à peu près est en dépôt, soit dans des musées de province, soit à l'étranger. Parmi les œuvres qui sont au Louvre, la plus grande collection, le plus grand groupe de peintures sont les peintures françaises. Vous voyez ici un groupe de visiteurs devant la bataille d'Eylau de Antoine Jean Gros de 1807 ou 1808, qui dans ce format immense représente la générosité de l'empereur qui va se montrer clément à l'égard des blessés. Nous sommes à Eylau en Prusse orientale. Donc ici simplement ce tableau-là pour représenter la peinture française au Louvre qui comporte 4000 numéros d'inventaire environ et qui couvre tous les siècles représentés au Louvre jusqu'au milieu du 19e siècle. Deuxième école, par l'importance du nombre de tableaux représentés, environ un peu plus d'1 millier, c'est l'école italienne au Louvre que vous voyez ici représentée dans la salle des États par le grand tableau de Véronèse Jupiter foudroyant Lévis. Il est à l'arrière-plan sur une photographie de presse prise à l'occasion de la visite du colonel Kadhafi à Paris, et les deux femmes qu'on voit au premier plan sont ses gardes du corps. Donc, seconde école, l'école italienne. Troisième école, par le nombre de tableaux représentés, environ 1000, un peu moins que pour l'école italienne, l'école néerlandaise, flamande
et allemandes qui sont souvent mises ensemble. Vous voyez ici le grand double portrait des époux de Rembrandt qui a fait l'objet d'une acquisition commune entre la France et les Pays-Bas il y a quelques années. Vous voyez les chefs d'État, le couple royal des Pays-Bas et François Hollande lors de cette acquisition spectaculaire, de cette acquisition très européenne. Et puis, s'ajoutent en bien moins grand nombre les écoles que ce catalogue met tout ensemble ou jette tout ensemble dans un volume, les peintures britanniques, espagnoles, germaniques, scandinaves et diverses qui forment un petit ensemble à l'intérieur de ce plus grand ensemble, donc principalement français par le nombre, puis italien et flamand, comme, à vrai dire, toutes les grandes collections d'origine royale et princière d'Europe qui, à partir du XVIIIe siècle, ont collectionné en particulier les Italiens, puis les Flamands, et dans le cas français, les Français, ce qui n'est pas généralement le cas dans d'autres pays. Si vous allez en Saxe, à Dresde, vous trouverez très peu de peintures françaises. Si vous allez en Grande-Bretagne, à Londres, vous trouverez assez peu de peintures françaises. Quelques exceptions existent, bien sûr, notamment les collections du roi de Prusse, qui était riche en peinture française du XVIIIe siècle, mais ça reste une exception. Donc la France, le musée du Louvre est un musée d'origine aristocratique, royale, qui ressemble par son profil, par le profil de ses collections, à d'autres grandes collections royales, avec cette particularité de l'école française. Autre particularité récente, le Louvre est en train actuellement de constituer une collection d'icônes grecs et russes. Vous voyez ici une capture d'écran de la base de données du Louvre, de Louvre Collection, qui nous montre quelques-unes de ces icônes qui ne sont pas naturellement des œuvres qui ont été collectionnées par le Louvre au cours des siècles précédents. Et si je vous montre ici cette crucifixion du XIVe siècle avec l'arrière du tableau et les étiquettes qui y sont collées, les numéros d'inventaire, vous voyez à l'étiquette en haut à droite qu'il s'agit d'une acquisition récente, RF 1988, c'est le numéro d'inventaire qu'on voit aussi tout à fait à droite du cadre. Donc, rapide résumé de la situation, le musée du Louvre n'est pas un musée universel par ses collections, c'est un musée d'abord et avant tout européen. 4 de ses départements sont consacrés aux arts européens, le département des sculptures, le département des arts graphiques, le département de peinture et le département des objets d'art. Et à l'intérieur du département des peintures, la France occupe une large place qui est ensuite flanquée de l'école italienne et de l'école, des écoles flamandes, donc sud-alpine et nord-alpine, si l'on veut. Alors, deuxième partie, peinture étrangère. Après avoir élaboré avec vous ces considérations sur ce qui est nous et ce qui n'est pas nous, ce qui est étranger, après avoir repris les termes de Georges Sand qui évoquent une ère familiale, une proximité extrême, j'aimerais me pencher sur une expression qui m'a souvent frappée, celle de peinture étrangère à propos des collections européennes du Louvre. Vous connaissez certainement tous, pour les avoir eus entre les mains, ces volumes très diffusés de la fin des années 1980, début des années 1990, intitulés pour l'un le Louvre, la peinture française, et pour l'autre le Louvre, la peinture étrangère. Ce titre m'a toujours intriguée puisqu'il semble d'abord créer une séparation entre la peinture étrangère et la peinture française, peut-être même une hiérarchie puisque la peinture française porte toujours le numéro 1, il s'agit du volume 1. Et surtout, elle semble verser dans une sorte de récipient commun tout ce qui n'est pas français, c'est-à-dire la grande peinture italienne, la grande peinture néerlandaise, etc., que nous venons d'évoquer. Alors ce titre et cette expression, j'ai voulu savoir si elles étaient récentes ou alors plutôt confirmer l'intuition selon laquelle il pourrait s'agir d'une expression qui est liée avec l'idée de nation et les nationalismes. Pour le vérifier, j'ai utilisé la fonction de Google permet de reconstituer la fréquence de mots à travers les siècles dans la littérature présente sur Google. Et je constate qu'en effet, l'expression peinture étrangère
n'apparaît réellement dans la littérature qu'à partir du milieu du 19e siècle. Elle fait une arrivée ascendante dans le vocabulaire de langue française. Elle marque une étape autour de 1870, peut-être dans le contexte de la guerre franco-allemande et du durcissement nationaliste de ces années-là, notamment en France. Et puis, elle atteint son maximum autour de 1900, connaît une nouvelle pointe après la Première Guerre mondiale dans les années 1920, et puis sa carrière, sa fortune redescend avec une certaine petite remontée précisément au milieu, à la fin des années 1980. Alors, en effet, le terme de peinture étrangère est un terme relativement récent, et si on cherche la liaison avec le Louvre à la source, on tombe assez rapidement sur ce volume-ci, dont vous voyez la couverture, un volume à l'intérieur d'une importante série intitulée Les musées d'Europe de Gustave Geffroy. Gustave Geffroy était un critique d'art, amateur d'art, très lié aux peintres contemporains de l'époque. Il a été notamment l'ami de Cézanne et il a publié une série de catalogues populaires pour le grand public sur différents musées d'Europe et notamment sur le Louvre. Cette couverture ici est frappante puisqu'elle combine d'une certaine manière les musées d'Europe, le Louvre et la peinture étrangère, posant une question peut-être de point de vue. Ce catalogue étant lui-même un pendant, évidemment, et on s'y attend, d'un volume sur la peinture française au Louvre. Alors pour répondre à cette irritation que je ressens pour l'évoquer, j'ai consulté 3 excellents collègues historiens et historiennes de l'art qui chacun sont spécialistes d'un siècle de l'histoire de l'art, et je les ai interrogés sur l'effet que produisait sur eux ce catalogue et ce titre Peintures étrangères. Il s'agit d'une part de Neville Rollet, qui est conservateur pour l'art italien avant l'an 1500 à la Gemäldegalerie de Berlin et au Bode-Museum de Berlin. Il s'agit ensuite de Henry Kisor, professeur d'histoire de l'art à l'université d'Heidelberg et spécialiste notamment du grand siècle de Poussin, auquel il a consacré une monographie, je vais y revenir dans un instant. Et puis, bien sûr, je me suis adressée à Michela Passini. Vous voyez ici un portrait qui lui a été consacré avec ce titre qui convient bien à ses travaux, l'histoire de l'art et politique. Alors, Michela Passini a publié il y a quelques années un ouvrage central intitulé La fabrique de l'art national, le nationalisme et les origines de l'histoire de l'art en France et en Allemagne, 1870-1933. Henry Kisor, je l'évoquais, est spécialiste de Poussin du XVIIe siècle français, notamment, et Neville Rollet de la sculpture de la Renaissance en Italie et en particulier de Donatello. Alors, écoutons leur réponse à cette question. Que vous inspire ce catalogue, cette couverture de catalogue avec ce titre « Peinture étrangère ». La peinture étrangère, pour moi, ce serait peut-être une phrase qui sortirait d'un ascenseur au musée du Louvre, deuxième étage, objet d'art, peinture étrangère. C'est un peu à ça que ça me fait penser, à ça que j'ai pensé en voyant cette couverture de catalogue. Alors, je travaille sur le 15e siècle, sur la peinture et la sculpture du 15e siècle en Italie. Et à l'époque, si on prend par exemple Florence, la peinture étrangère, elle n'est pas forcément définie comme telle. Il y a une peinture qui vient de loin, qui sont les peintures de Jan van Eyck. Elles sont déjà présentes en Toscane dès la deuxième moitié des années 1430. Et elles sont un modèle, il faut absolument les copier, les imiter, se les approprier. Notamment par cette technique nouvelle de la peinture à l'huile. Donc, peinture étrangère, c'est plutôt un modèle, peinture réaliste que l'on veut faire sienne. Ça, c'est dans la Florence de la deuxième moitié des années 1430, au moment précis où les Médicis prennent le pouvoir, 1434, comme l'ancien. Un siècle plus tard, tout a changé, la peinture, l'histoire de l'art se codifie. Giorgio Vasari, les vies des plus grands peintres, sculpteurs et architectes
1550, deuxième édition 1568. Les peintres, enfin les artistes qui ont le droit de citer sont des artistes italiens. C'est-à-dire qu'on peut détester, enfin la perspective de Vasari est très très florentine, donc les Siennois sont un peu différents, quand c'est vraiment au sud on n'en parle pas vraiment, les Vénitiens, alors c'est vraiment l'horreur parce qu'ils n'utilisent pas le dessin, ce qu'il faut d'ailleurs, mais la couleur, Euh, et du coup le peintre étranger, la peinture étrangère, c'est celle qui n'a pas euh, de vie, n'a pas de biographie. Van Eyck n'a pas de biographie dans les vies de Vasari. La peinture étrangère, c'est celle dont on ne parle pas. Et pour Vasari, la peinture étrangère, c'est surtout quelque chose de péjoratif du point de vue de ce qu'il appelle la maniera greca, la manière grecque. Tout ce qui est grec n'est pas italien. Tout ce qui est grec est en fait ce qu'il entend par maniera greca, ce sont les peintures à fond d'or associées avec Byzance que l'on trouve partout en Italie pendant plusieurs siècles. Tout cela, ce qu'on associe aujourd'hui aux icônes byzantines, c'est une manière que Vasari, un style, une façon de concevoir le tableau comme surface avant tout, que Vasari estime justement extrinsèque à ce qu'est l'art italien. Et bien Cimabue et surtout Giotto vont être ceux qui vont de cette manière grecque faire émerger une manière romaine, latine, faire réémerger une manière romaine, latine, qui serait comme une renaissance de l'Antiquité. Alors c'est intéressant parce que cette question il y a une double opposition en fait. Les étrangers au XVe siècle sont ceux qui sont plus réalistes que les Florentins, donc qu'on veut imiter, les étrangers sont aussi les Grecs enfin les Grecs, les supposés Grecs qui auraient influencé de Byzance, qui auraient influencé la péninsule italienne. Toutes ces vues ont été aujourd'hui remises en doute, en question, heureusement d'ailleurs, mais elles continuent justement d'imprimer leur marque sur la conception de l'histoire de l'art en général, la conception des musées en particulier. Je voulais vous parler de cela dans la salle byzantine de la Gemäldegalerie, en tout cas la plus byzantine de la Gemäldegalerie. Mais coup de chance, la Gemäldegalerie a rouvert et donc j'ai pas voulu embêter les nouveaux visiteurs qui ont déjà dû faire un parcours du combattant pour s'inscrire, pour prendre leur billet en ligne, pour faire leur test et pour venir apprécier eh bien nos collections. J'ai appris qu'à Paris, au musée du Louvre, on avait il y aurait un nouveau département d'art byzantin. Celui-ci existe à Berlin, au Bode Museum, mais il y a une sorte de pont virtuel entre le Bode Museum et la Gemäldegalerie, entre Byzance et l'Italie, entre l'Italie ou Florence et les Flandres, et ce sont ces ponts qu'on essaye de bâtir au quotidien. Il y a quatre choses qui me frappent dans cette couverture du livre. Tout d'abord, la combinaison des mots « les musées d'Europe » avec la peinture étrangère. Dans une perspective européenne, comme le suggère la première formulation, les musées d'Europe, je ne m'attendrai pas à un terme comme étrangère, d'autant plus que celui-ci ne fait probablement référence qu'à l'art non français. Alors quoi ou qui est l'étranger ici? Surtout dans un musée vu d'une perspective européenne, cela me semble une contradiction. Le peu de sens de cette idée, même au-delà du musée d'Europe, devient clair, à mon avis, en outre, quand on sait qu'au Louvre, dans le département de peinture française, un artiste comme Nicolas Poussin est représenté. Lui, il a passé une grande partie de sa vie à Rome. Il n'a pas eu seulement des relations très étroites avec des artistes italiens, mais a même vécu lui-même comme un Italien dans la vie de tous les jours, tellement qu'il a même souvent critiqué la France et des Français. À proprement parler, on devrait donc presque le considérer plutôt comme un Romain, un Italien, mais alors est-ce qu'on veut le compter aussi parmi la peinture étrangère?
À cet égard, son biographe Giovan Pedro Belluri était déjà plus progressiste, puisqu'il prenait comme critère de sélection des artistes pour son recueil biographique, publié en 1672, non plus leur nationalité, comme encore une centaine d'années avant lui, son collègue Giorgio Vasari l'avait fait. Avoir les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens de Vasari, pendant que Bellori a pris leur modernité comme critère de sélection, avoir les vies des peintres, sculpteurs et architectes modernes de Bellori. Lui ne s'intéresse donc plus seulement, comme Vasari l'avait fait auparavant, aux artistes italiens, mais aux artistes européens en général, c'est-à-dire aussi ceux de la France et des Pays-Bas, par exemple. Et 3 ans après lui, son collègue allemand Joachim von Sandrart a encore élargi le rayon en incluant d'autres nations, y compris les non-occidentales. Alors, peinture étrangère, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tout d'abord, ça m'évoque une série de contradictions, ou alors vraiment la grande complexité du discours sur les arts du 19e siècle, parce que euh, cette expression renvoie immédiatement, évidemment, hein, s'il y a une peinture étrangère, une peinture des autres, qu'est-ce que la peinture a à nous? Ça renvoie à une peinture française, et ça renvoie donc à une forme de découpage et de compréhension des arts, de l'histoire des arts, qui est une forme tout d'abord de découpage territorial. Et cette forme, cette grille territoriale que l'histoire de l'art française, mais aussi l'histoire de l'art produite plus globalement en Europe au 19e siècle, emploie, elle la reçoit de modèles qui sont des modèles, eux aussi, des modèles venus d'ailleurs, hein, qui résultent donc d'une large circulation transnationale d'idées et de modèles historiographiques. C'est une grille territoriale qui vient, entre autres, de la façon dont on a analysé la peinture italienne, l'histoire dont on a écrit l'histoire de la peinture italienne, hein. C'est un savant italien, Luigi Lanzi, qui à la fin du XVIIIe siècle propose, en réaction contre les modèles biographiques des vies d'artistes, hein, à la Vasari, propose une grille territoriale, une grille géographique, régionale, pour lire l'histoire de la peinture italienne. Alors, cette idée d'une grille territoriale est extrêmement féconde parce qu'elle permet justement d'avoir une histoire de l'art et non pas une histoire des artistes. Donc elle est, par rapport au modèle des Witt, elle est tout de suite réemployée par d'autres savants en Europe et aussi évidemment par les premiers historiens de l'art professionnels qui commencent au XIXe siècle à vraiment fonder la discipline de l'histoire de l'art, à l'institutionnaliser à la fois dans les musées et dans les universités. Et cette grille-là, évidemment, c'est une grille très essentialiste, hein. Quand on a ce découpage territorial, évidemment, il faut le remplir. Il faut le remplir en trouvant pour chaque école, que ce soit une école régionale comme en Italie ou très vite, ça devient des écoles nationales, la peinture française, la peinture flamande, la peinture italienne, la peinture allemande. Il faut trouver évidemment des caractéristiques très significatives pour remplir ces étiquettes, hein, pour dire ce qui fait le caractère, l'essence de la peinture ou de l'art italien, allemand, flamand, français. Qu'est-ce que la distingue des autres traditions nationales? Et l'institutionnalisation de l'histoire de l'art, à l'université notamment, et dans les musées évidemment aussi, apporte plus de complexité à ce type de grille de lecture de l'histoire de l'art. Ça apporte aussi plus de rigidité. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à systématiser ce type de lecture et à en faire un outil qui est un outil très puissant d'explication et d'interprétation historique, mais qui est aussi un outil qui évidemment a des limites considérables. Et on voit que c'est d'ailleurs quelque chose qui
qui continue d'être utilisé, non seulement au 19e siècle, hein, mais qui va vraiment jusqu'aux années 30 et même aux années 50, je dirais, du 20e, avec, par exemple, on peut penser à ce cycle très intéressant d'expositions faites au Jeu de Paume, qui est le musée des écoles étrangères en France avant la Seconde Guerre mondiale, avec une présentation tout au long des années 30 des différentes écoles étrangères par un cycle d'expositions très intéressant qui présente l'art italien, l'art suédois, l'art roumain, etc., avec chacune leurs caractéristiques propres qui sont construites donc à ces moments-là par des acteurs à la fois locaux et français. Et donc, comme je disais à l'instant, que ce qui saute aux yeux, hein, en tout cas selon moi, immédiatement dans l'expression peinture étrangère, c'est vraiment le caractère contradictoire et je dirais même très conflictuel de cette définition. C'est exactement ça, hein, c'est vraiment le conflit qui est typique de la culture du 19e siècle et du premier 20e, entre de très larges circulations transnationales d'idées, d'objets, de modèles historiographiques, intellectuels pour penser les choses, et la nationalisation croissante du discours sur les arts, sur la culture, sur l'identité nationale. Alors, de toute évidence, il y a une contradiction dans ces termes. Il y a une question de point de vue que l'on affirme ou pas. Nous sommes français, nous dit cette couverture, et nous dit celle des siècles et des années suivantes. Nous sommes français et nous considérons l'autre peinture comme une peinture étrangère. Étrangère d'abord en termes de nationalité, celle d'écoles extérieures géographiquement à la France, mais aussi, peut-être, point d'interrogation, étrangères au sens d'étranges, qui ne nous sont pas familières. Alors là, il faudrait s'interroger bien sûr sur notre familiarité avec l'art français, peut-être même avec cet art français des années 1800, qui est un peu, on dirait en allemand, unheimlich, désagréable peut-être, et on pourrait s'interroger sur la familiarité que nous avons ou non, plus nous autres publics français, avec une école dite française qu'avec les écoles dites étrangères. Ce serait un vaste sujet qu'il faudrait d'ailleurs traiter en dialogue et peut-être pas comme ça face à soi-même dans une conférence en ligne. Mais je voudrais signaler ici, et pour prouver les problèmes de perspectivité liés à ce concept national d'école française ou d'école ou de peinture étrangère, je voudrais vous montrer les difficultés de traduction qu'a pu produire un tel ouvrage. Ici, vous voyez la version anglaise. Il n'est pas question de peinture étrangère, ce serait du point de vue anglais absurde, mais de peinture européenne et d'artistes hors de France. Vous vous souvenez que Georges Sale parlait tout à l'heure de ce continent européen où se trouve notre plus proche parenté, mais alors comment faire fonctionner ensemble la parenté et l'extranéité, l'étrangeté? Voyons comment se comportent les années 1800 à l'égard des peintures européennes, des peintures étrangères. Je vous montre ici une page du très important ouvrage de Édouard Ponnier sur les discours liés aux arts sous la Révolution française. Ici, il nous rappelle combien, je lis, lorsque les œuvres furent confisquées, notamment en Belgique, dans l'actuelle Belgique et aux Pays-Bas, on avait considéré que les ouvrages, je cite, immortels que nous ont laissés les pinceaux de Rubens, de Van Dyck et d'autres fondateurs de l'école flamande ne sont plus d'une terre étrangère. Réunis avec soin par les ordres des représentants du peuple, ils sont aujourd'hui déposés dans la patrie des arts et du génie, dans la patrie de la liberté et de l'égalité sainte, dans la République française. Et l'auteur continue, c'est là, c'est au Muséum national que désormais l'étranger viendra s'instruire, l'homme sensible y viendra verser des larmes devant les productions des siècles passés, et l'artiste dévoré du feu du génie y viendra puiser des modèles que son mâle pinceau, libre des chaînes du despotisme, pourra peut-être surpasser. On a deux éléments ici extrêmement importants, ou trois même, celui de cette rhétorique de la libération des arts qui doivent retourner ou être présentés au pays de la liberté, premièrement, rhétorique classique des arts libérés sous la Révolution française. Deuxièmement, on comprend qu'ici le musée est conçu comme un lieu de naturalisation des œuvres. Ce sont des œuvres venues de terres étrangères, mais qui vont maintenant à Paris dans une perspective pensée comme universelle,
être disponibles pour tous les autres étrangers et donc finalement perdre leur nationalité initiale et s'ouvrir au monde. Et troisièmement, très important, elles vont servir l'émulation des artistes. C'est ici que les artistes, avec leur mâle pinceau, vont entrer en concurrence avec les écoles étrangères. Et ce qu'on ne voit pas dans ce texte-là, mais qui fait partie de la rhétorique de l'époque, c'est aussi l'idée que l'école française, les artistes français vont pouvoir se régénérer au contact, en copiant les chefs-d'œuvre étrangers saisis dans toute l'Europe. C'est très intéressant, l'idée ici que les écoles étrangères sont naturalisées d'une part, sont neutralisées d'une certaine manière et servent à la régénération des arts en France. Si on regarde le point de vue des étrangers, précisément à cette époque sur ce discours, et notamment des Allemands, ils ne cessent d'expliquer, les Italiens aussi, au bout de quelques années de présence à Paris de ces chefs-d'œuvre confisqués dans toute l'Europe, que cela n'a servi à rien, que l'école française ne s'est pas régénérée, qu'elle est toujours aussi mauvaise qu'avant. En tout cas, ici, on a donc plutôt une absorption des écoles dites étrangères ou des peintres étrangers dans une logique de neutralisation et de nourriture de soi. 100 ans plus tard, autour de 1900, si on regarde notamment les travaux de quelqu'un comme Louis Réau et cet ouvrage souvent cité, Histoire de l'expansion de l'art français, on est dans une autre logique, une logique de domination d'un art français qui serait bien supérieur aux autres et qui aurait finalement mis tout le monde à l'ombre. Je vous lis ici un résumé formulé par l'historienne de l'art Olga Medvedkova. L'idée de l'expansion de l'art français naît à la fin du XIXe siècle dans le contexte de la réaction contre la conception de l'histoire nationale romantique. À travers les écrits de Louis Réau, cette idée s'installe dans l'historiographie française d'entre les deux guerres et domine les écrits de l'histoire de l'art française, au moins jusqu'aux années 1960. Donc on voit qu'ici, autour de 1900, se met en place l'idée que l'art français est quelque chose de séparé des autres arts. C'était déjà en germe depuis le début du XIXe siècle, mais ici c'est affirmé avec force, quelque chose de séparé et de supérieur. Et voyons comment, 100 ans plus tard, presque à la fin du XXe siècle, les auteurs du catalogue que je montrais précédemment argumentent pour leur part. Je vous lis l'introduction de la version allemande du volume consacré à la peinture française au Louvre, donc vous voyez ici volume 1 de Jean-Pierre Cuzin, qui est dans la même lignée éditoriale que le catalogue que je vous montrais tout à l'heure. Je vous lis la première ligne en allemand et je traduirai ensuite en français. Il est dit « Widmet man den Gemäldesammlungen des Louvre 2 Bände und legt dabei alleine auf die französische Malerei das gleiche Gewicht wie auf alle ausländische Schulen zusammen, so wird das zweifellos Erstaunen hervorrufen, außer wohl bei den Franzosen selbst. » Traduction: lorsque l'on divise la collection de peinture du Louvre en deux parties, le fait d'accorder le même développement à l'école française et aux écoles étrangères fera sans doute sourire tout le monde, hormis, probablement, les Français. On voudra bien, pourtant, ne pas voir dans la division ainsi adoptée quelques manifestations d'aveugle chauvinisme. L'Italie, il est vrai, eût peut-être mieux mérité cette situation prédominante si l'on considère les limites chronologiques ici fixées, qui ne vont guère au-delà du milieu du XIXe siècle et exclut donc l'impressionnisme, etc. Ici, Jean-Pierre Cuzin a bien le sentiment que le fait que ce premier volume soit consacré à l'art français jusqu'au milieu du XIXe siècle n'est pas exactement, comment dire, dans l'esprit du temps, peut-être pas juste à vrai dire, et on a peut-être l'impression qu'il est simplement l'héritier ou l'otage d'une longue tradition dont il ne se défait pas. D'ailleurs, le fait d'organiser des écoles de peinture géographique dans les musées n'est pas une obligation. Au début du XIXe siècle, et même au Louvre, on hésite encore sur la manière d'exposer les tableaux. On les expose parfois dans l'ordre de qualité. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, donc quelques décennies avant l'ouverture du musée Napoléon et du musée central des arts à Paris, du Louvre, l'accrochage baroque, comme on dit, était un accrochage par effet de symétrie, par sujet, par thème, avec parfois des logiques cosmologiques, mais en tout cas pas un accrochage par école nationale. Cet accrochage par école nationale est une invention du début du XIXe siècle et c'est
au fur et à mesure du 19e siècle qu'elle finit par s'imposer dans les musées jusqu'à ce que nous pensions aujourd'hui que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Non, on pourrait réimaginer des accrochages bien plus intuitifs ou associatifs et non pas nationaux. Et puis, on pourrait aussi imaginer des publications du Louvre qui consacreraient leur premier volume à l'école italienne, comme c'était le cas d'ailleurs autour de 1800. Vous voyez ici un extrait de l'inventaire Napoléon que j'ai souvent montré, l'inventaire du musée du Louvre sous l'Empire, dont le premier volume de l'inventaire Napoléon est évidemment consacré aux écoles italiennes, aux écoles florentines, romaines, vénitiennes, lombardes, polonaises, etc. Le volume d'après est consacré à l'art flamand et néerlandais, hollandais, et l'école française n'arrive que bien après. Donc cette inversion de l'importance s'est produite au cours du 19e siècle et en particulier à la fin, dans le dernier tiers du 19e siècle, avec un sous-texte extrêmement national, voire nationaliste. Alors nous voici arrivés à la troisième partie intitulée Transcontinentale au pluriel. Après avoir évoqué dans la première partie la répartition géographique des départements, des collections du Louvre et avoir constaté qu'elles étaient considérées, qu'elles avaient été longtemps considérées et qu'elles étaient probablement considérées jusqu'à l'heure actuelle comme la mère nourricière, l'ère familiale, le chez nous venu de loin mais néanmoins absorbé dans une conception de la France comme lieu universel, après avoir contrecarré cette idée d'universalisme dans la deuxième partie en nous posant la question de la distance entre ce que serait une peinture française par opposition à une peinture étrangère ou par complément à une peinture étrangère, en tout cas nous être étonnés de cette séparation dans le contexte du Louvre. J'aborde un troisième moment qui est celui des lointains, des grands lointains au Louvre dans la collection de peinture. On l'a dit et répété, cette collection est surtout et presque exclusivement européenne et néanmoins, quand on se promène dans les collections du Louvre, on trouve quelques liens, quelques ponts, quelques grincements aussi qui lient ces collections européennes à d'autres continents. Je voudrais commencer par un exquis petit tableau qui fait partie d'un ensemble plus vaste, un tableau du XVIIe siècle d'un néerlandais nommé Frans Post, un tableau qui représente un paysage lointain probablement, qui est fait de ciel et d'eau. Il s'agit d'un fleuve, le fleuve, le gris du fleuve occupe le tiers inférieur à l'horizontale du tableau, le ciel occupe les 2 tiers supérieurs. Ce paysage est coupé d'une ligne de verre, de terre. Il est doté à gauche d'un grand cactus et puis surtout de manière centrale au premier plan, très mise en scène, d'un petit animal ou d'un grand animal, d'un rongeur. Ce tableau du XVIIe siècle de Frans Post a été longtemps, au milieu du XIXe siècle en tout cas, considéré comme un paysage du Sénégal. Je vous lis ici un extrait de la base de données du Louvre qui indique au milieu du XIXe siècle, inventaire Villot, curieusement identifié comme paysage du Sénégal, même confusion avec des sites africains que pour l'inventaire 1726, voire supra. Dans notre cas, c'est voire infra. Je vous montre l'autre tableau dont il est question. Il s'agit aussi d'un vaste paysage, d'une composition semblable, en tout cas pour ce qui est de la répartition de l'eau, du fleuve, et puis tout à fait à gauche de la mer, d'une part, donc dans la partie inférieure du tableau, et du ciel, d'un beau ciel gris dans la partie supérieure. Ici, on voit 4 personnages, 3 qui sont groupés à peu près au centre, devant un fort dont on sait par la recherche qu'il s'agit d'un fort portugais. Les 3 personnages qui sont devant ce fort peuvent être identifiés comme des personnes natives de ce qui est l'actuel Brésil, et puis une 4e personne est dans une barque en train de s'approcher des autres. Ce tableau aussi nous indique la base de données du Louvre a été considérée à partir du milieu du XIXe siècle comme une représentation du Ghana, de l'actuel Ghana, en Afrique. Je vous lis l'extrait de la base de données, intitulé dans l'inventaire Villot au milieu du XIXe siècle, Fort Saint-Georges de Lamina, Elmina, Ghana, sans doute par allusion au retour du peintre Frans Post par l'Afrique en 1644 et par contamination de vues africaines de Post, connues par les gravures de Barléus,
voire infra. Donc ici, on est en présence d'un peintre néerlandais, Frans Post. On est dans les années 1630 et ce peintre a suivi un prince néerlandais, Jean-Maurice de Nassau, au Brésil au moment où, dans le cadre d'une expansion commerciale des Pays-Bas, vous voyez ici la maison de la Compagnie des Indes occidentales à Amsterdam. Donc, dans le cadre de cette expansion commerciale, ce prince a colonisé le Brésil, la pointe orientale du Brésil, autour de Recife. Vous voyez ici les colonies néerlandaises du Brésil entre 1630 et 1654. Et ce peintre, donc Frans Post, a peint ces petites scènes. Jean-Maurice de Nassau, de retour aux Pays-Bas, a offert un ensemble de ces tableaux au jeune Louis XIV, plus d'une vingtaine de ces tableaux, certains de petit format et quelques autres de très grand format, représentant donc la colonie brésilienne des Pays-Bas. Il faut rappeler que Jean-Maurice de Nassau s'est volontiers présenté comme un prince éclairé dans les colonies, mais la recherche actuelle, et notamment cet article auquel je vous renvoie sur l'esclavage à la cour du prince humaniste, entre guillemets, semble relativiser cette auto-représentation de prince éclairé. En tout cas, Nassau a offert ces tableaux à Louis XIV et on les retrouve en effet dans l'inventaire des œuvres conservées à Versailles, qui a été élaboré au moment de la Révolution française. Je vous montre ici une page de l'inventaire des tableaux composant la collection du cabinet du roi à la surintendance de Versailles, dressée par la commission des arts du département de Seine et sise le 4 juin 1794 et terminée par elle le 10 juillet suivant. Donc, dans les années qui suivent la prise de la Bastille, pendant la Révolution française, les biens du roi, on l'a dit déjà plusieurs fois, sont confisqués. Ces tableaux sont confisqués, inventoriés, d'ailleurs dotés d'une estimation financière. Et puis certains vont être transférés au Musée central des arts au Louvre. Ici, sous le numéro 376, on trouve effectivement 26 tableaux représentant des vues, dont 5 grands et 21 petits, dont un sans bordure, et puis est indiqué ensuite la taille de ces tableaux représentant des vues, ce n'est pas précisé, mais on retrouve aussi ces petits tableaux dans l'inventaire Napoléon. On sait donc qu'ils ont été pris en compte dans les collections impériales françaises 1810. Vous voyez ici, dans la colonne de gauche, nom du maître, poste, Francis de Harlem, désignation des sujets. D'abord, une vue d'Amérique sur le devant, 3 nègres, me semble-t-il, et une barque. Origine, ancienne collection de la colonne. Prix d'estimation de l'objet, 12 francs, c'est extrêmement peu. 12. En dessous, idem, poste, 18 tableaux, vus des colonies et des usages de la culture, du sucre, du café, etc. Donc ces tableaux, cette plus que vingtaine de tableaux venus des colonies, extrêmement fins, mélancoliques, doux, surprenants, jolis, naïfs, qui sont aujourd'hui au Louvre d'ailleurs, ont déjà été compris dans les inventaires de l'institution dans les années 1800. Et puis au fur et à mesure de la spécialisation du musée Napoléon, mais aussi du développement des colonies, il a été relégué, pourrait-on dire, avec les autres. Ces 2 tableaux ont été relégués avec les autres au musée dit de Marine, qui était groupé avec le musée d'ethnographie à l'intérieur du Louvre au XIXe siècle. Puis, au fil du XIXe siècle, certains de ces tableaux se sont perdus, ont disparu. On retrouve la trace de certains d'entre eux à l'exposition nationale coloniale de Marseille en 1922. Donc, ils ont changé de camp, ils sont partis, ils ont quitté le camp du cadeau royal, princier, spectaculaire, représentant une vue du Brésil à une œuvre, disons, qu'on montre dans un contexte colonial. Ensuite, ils ont été intégrés dans les années 30 au Musée des colonies à Paris, dans le palais de la Porte Dorée. Vous voyez ici une photo qui représente une scène lors de l'inauguration de ce palais des colonies. Donc, des petits tableaux qui sont devenus finalement simplement des illustrations d'un épisode colonial. Ce musée des colonies devenant plus tard le musée de la France d'outre-mer. Et c'est seulement en 1950 que ces tableaux reviendront au Louvre, où ils sont conservés depuis. Donc là, on a vraiment
un beau parcours, un beau trajet qui nous explique les assignations d'identité scientifiques faites à un objet ou à des objets, à des peintures comme celle-ci, qui changent de statut avec le contexte politique général, global, avec la création de musées des colonies, où il vient à l'idée de mettre ces tableaux d'un maître flamand de Haarlem dans un musée d'ethnographie. Vous pouvez lire, consulter, vous régaler en feuilletant ce catalogue raisonné de l'œuvre de Franz Post, qui est bien connu et qui a eu d'ailleurs plusieurs expositions, dont une co-organisée avec le Louvre. Deuxième exemple d'une relation transcontinentale peut-être inattendue entre les collections européennes du Louvre et, dans le cas qui va être exposé maintenant, le continent africain, ce tableau de Nicolas de Largillière, une étude de main qui raconte lui aussi, de manière étonnante, l'histoire de la colonisation. Ce tableau représente des mains, il est des fragments de mains dans différentes positions, dont l'une tient une fleur. Les spécialistes estiment qu'il ne s'agit pas d'études pour réaliser des tableaux, mais bien plutôt de copies, de fragments de portraits réalisés que le peintre aurait effectués pour les garder en souvenir. Ces fragments de mains, nous disent les catalogues, les spécialistes, les recherches dites de provenance, étaient présents en 1928, donc 2 siècles après avoir été peint dans une collection privée à Paris. Ce tableau a été exposé en mai-juin 1928 au Petit Palais, dans le cadre d'une exposition Largillière, et on y apprend qu'il appartenait à la galerie Cailleux. Vous voyez ici une reproduction, planche 15, de cette étude de main. Entre 1928 et 1950, on ne sait pas exactement où il se trouve, mais on apprend par les recherches de provenance et par la base de données du Louvre d'ailleurs qu'il a été acquis par le musée des Beaux-Arts d'Alger en 1950. Alors le musée des Beaux-Arts d'Alger est une création coloniale liée à l'Algérie française. Il a été inauguré en 1930 et au cours de son histoire, il a acquis une collection importante, soit sur le marché de l'art, soit par des dons, soit parce que certaines œuvres avaient été mises en dépôt dans ces collections. En 1951, on retrouve notre tableau de Largillière dans le catalogue du Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Or, à la fin des années 50 et autour de 1960, au moment de la décolonisation violente, sanglante et des mouvements de libération algériens, les responsables français de musées et du ministère de la Culture s'inquiètent du destin des tableaux qui y sont réunis, qui pourtant, en grande partie, avaient été acquis par le musée lui-même et qui, en vertu des accords d'Évian, devaient rester en Algérie. On voit dans les archives des musées nationaux en 1962, donc en amont des accords d'Évian, et puis un peu après des réflexions sur la mise à l'abri en métropole de certaines œuvres du Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Si on continue de creuser, on voit que dès avant les réflexions des accords d'Évian et dès avant l'indépendance de l'Algérie, on avait réfléchi à Paris à une nationalisation éventuelle du musée des Beaux-Arts d'Alger. Vous voyez ici la référence à la série Z66 Algérie des archives des musées nationaux, AMN, et on sait que finalement la France, en 1962, en dépit des accords d'Alger qui, sans être explicite sur l'histoire des musées, considéraient que les biens mobiles devaient rester en Algérie, avait dans une action discrète rapatrié, entre guillemets, à Paris, 300 tableaux. Or, ces 300 tableaux appartenaient à l'Algérie et ils ont dû être restitués à l'Algérie au terme de 7 ans de négociations âpres. Vous voyez ici un article du Monde de 1969 où il est question de près de 300 œuvres d'art qui ont été restituées par la France à l'Algérie. Et je vous lis les caractères gras, le chapeau de cet article. Alger, un lot de près de 300 œuvres d'art, 157 peintures et 136 dessins, conservés jusqu'à présent par le musée du Louvre, a été remis mardi aux autorités algériennes par l'ambassade de France en Algérie, en application d'un accord conclu le 11 juillet 1968 entre les deux pays.
Alors, extrêmement intéressant, la France s'était appropriée, sans en avoir le droit, ces tableaux en 1962, elle les restitue en 1969, mais en vertu de ce même accord franco-algérien du 11 juillet 1968, il est stipulé qu'une vingtaine, 18 je crois pour être précise, de ces tableaux restitués par la France vont être prêtés par le musée des Beaux-Arts d'Alger à Paris. Ils seront mis en dépôt à Paris pour 5 ans, un dépôt qui peut être tacitement reconductible tous les 5 ans. Et c'est comme ça que cette étude de main de l'argilière, actuellement visible dans la salle 917 du musée El Sully niveau 2, est dotée d'un cartel qui stipule qu'elle est un prêt, d'abord qu'elle appartient à la République d'Algérie et qu'elle est un prêt du musée des Beaux-Arts d'Alger au musée du Louvre. C'est en quelque sorte l'inverse de dynamique comme celle du Louvre à Abu Dhabi, où c'est le Louvre qui prête des objets à un autre continent. Ici, c'est l'Afrique, l'Algérie, qui prête une vingtaine de tableaux au Louvre, tableaux qui lui appartiennent. Si vous voulez vous informer plus amplement sur ce cas de translocation patrimoniale, de restitution en sens inattendu, je vous recommande d'abord la lecture du très important livre de Nabila Oulebsir, Les usages du patrimoine, monuments, musées et politique coloniale en Algérie 1830-1930, ainsi qu'un article de 2017 sur la bataille d'Alger pour l'art français, 1962-1970, de Andrew Belissari de l'université Harvard, publié dans le journal d'histoire contemporaine, volume 52. Alors, vous l'avez vu, nous sommes partis de notre ère familiale, de ce qui nous est confortable, pour passer sur des questions de peut-être discrimination, de distanciation entre l'art français et la peinture étrangère, avec un grand point d'interrogation sur l'utilisation de ce terme et sur la classification de tableaux en école nationale. Et nous avons ouvert, pour terminer, dans une dimension transcontinentale et pratiquement automatiquement aussi coloniale, puisque les liens de l'Europe avec le reste du monde sont très largement coloniaux et que les musées en gardent la mémoire. Nous avons fini donc en effet dans une dimension globale de l'histoire du Louvre, histoire mondiale du Louvre, c'est notre sujet. Je vous souhaite une bonne semaine avant que nous nous retrouvions la prochaine fois pour une séance qui sera intitulée « Le Louvre et la Bible ». Je vous remercie de votre attention.